ovations, des sourires et des larmes de joie. Oubliez l'échec de Copenhague en 2009, l'accord de Paris est enfin adopté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Faire approuver un texte par 195 pays aux intérêts si divergents, c'est sans aucun doute une victoire diplomatique, mais peut-on parler de victoire pour l'environnement? Un mois après, la juriste Mireille Delmas-Marty, Bruno Julliard de Greenpeace et Célia Gauthier du réseau Action Climat décryptent pour nous l'accord de Paris. Il est inédit par son côté universel et également, ce qui est important, c'est que cet accord fixe un horizon de long terme qui parle à tout le monde, aux investisseurs, aux financiers, aux entreprises, aux élus locaux, ramener les émissions de gaz à effet de serre à zéro en termes nets dans la deuxième moitié du XXIe siècle. C'est très très ambitieux. Mais indispensable pour limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Est-ce réalisable? Il n'indique pas comment les États vont faire pour rehausser leurs engagements, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les engagements nous placent plutôt sur une trajectoire de 3 degrés plutôt que 2 degrés. Donc on est encore loin du 1,5 degré. La vraie question, c'est est-ce que, oui ou non, les États, les pays ont un intérêt à opérer cette transformation profonde vers les énergies renouvelables? Oui. Ils ont un intérêt à le faire. Donc, il est fort probable qu'ils tiennent leurs engagements. Il est aussi probable qu'ils les dépassent. Il va falloir pour ça que régulièrement, les engagements des États soient révisés à la hausse tous les 5 ans. Et c'est ce que prévoit l'accord. Mais que se passe-t-il si les engagements ne sont pas tenus? Cet accord, un traité qui ne dit pas son nom, est-il vraiment contraignant? D'un côté, il est contraignant dans la mesure où il est obligatoire. Il engage les États. Et d'ailleurs, il est prévu que les États devront ratifier ou accepter ou approuver l'accord. C'est une manière pour eux de s'engager. Mais en même temps, on peut dire qu'il n'est pas totalement contraignant parce que l'accord ne prévoit pas d'organes de contrôle et ne prévoit pas de sanctions si un État ne respecte pas ses engagements. C'est une contrainte toute politique, c'est-à-dire que la seule contrainte finalement c'est le regard des pairs, c'est le regard des autres pays qui à un moment donné vont pouvoir se tourner vers un pays qui n'aura pas respecté ses engagements en lui demandant des explications. Mais on sait comment ça se passe dans l'enceinte des Nations Unies aussi. Chaque pays va avoir des raisons de ne pas tenir ses engagements. La seule sanction qui pourra s'opérer en fait c'est une sanction citoyenne. Est-ce que oui ou non, les gouvernements tiennent leurs engagements, ce sera aux citoyens de le juger et de sanctionner les États par leur vote. Et puis, le non-respect des engagements peut aussi amener les juges nationaux à sanctionner un État récalcitrant. Donc, il n'y a pas de sanctions au niveau mondial, mais il peut y avoir des sanctions au niveau national. Du côté des financements, les pays pauvres attendaient beaucoup des pays riches pour s'adapter au changement climatique. Le texte est-il à la hauteur? Les États s'étaient engagés à fournir 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Mais le problème, c'est qu'on sait que cet engagement de 100 milliards de dollars est peut-être suffisant vu la situation aujourd'hui, mais il ne sera pas suffisant en 2025 ou en 2030. Il ne donne pas la prévisibilité, la certitude aux pays les plus pauvres que les flux financiers continueront d'arriver. Plus on tarde à prendre des mesures pour réduire les émissions de CO2, plus importantes seront les conséquences du dérèglement climatique et plus on aura besoin de financement pour compenser tout ça. Et puis, il y a les sujets qu'on a préféré mettre de côté. Les océans, les droits de l'homme, la mise en place d'un prix du carbone ou encore les émissions du transport aérien et maritime qui égalent à elles seules celles de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Au fond, l'accord de Paris n'est qu'une étape. Il faut se hisser encore à la hauteur de l'enjeu.